La soirée commença dans un silence pesant qui me pesait sur les entrailles. Un silence qui vous avertit que quelque chose se prépare, que vous soyez prêt ou non. Je m'appelle Marissa Hay. J'ai 32 ans, et j'aurais aimé que la soirée de promotion à laquelle j'assistais ce soir-là soit une vraie fête. Ce n'en était pas une. C'était simplement une mise en scène pour mon frère, celui que ma famille croit infaillible. J'y suis allé parce que mes parents insistaient pour que je le soutienne, même s'ils savaient pertinemment à quel point les choses étaient devenues tendues entre lui et moi. Dès que je suis arrivé, il m'a vu. Il s'est dirigé vers moi avec cette assurance qu'il avait toujours affichée, traînant sa petite amie comme un accessoire qu'il voulait exhiber. Sans hésiter, il l'a regardée, puis s'est tourné vers l'assemblée et m'a présenté d'une voix assez forte pour que chaque invité l'entende distinctement. C'est l'échec de notre famille. Elle a été licenciée la semaine dernière. Un silence de mort s'est installé. Mes parents ont ri comme si c'était une plaisanterie inoffensive, mais pour moi, c'était plus blessant que n'importe quelle insulte qu'il ait jamais proférée. Avant que quiconque puisse faire semblant de rire, sa petite amie s'est avancée. Elle l'a regardé, puis m'a regardé, son expression se durcissant de dégoût. C'est dégoûtant. Elle aurait dû quitter cette famille depuis longtemps. L'atmosphère s'est instantanément figée. Le tintement des verres s'est arrêté. Les sourires de mes parents se sont effacés. Mon frère est resté paralysé, incapable de réagir. Moins d'une heure plus tard, ils sont partis chacun de leur côté, et la façade parfaite de cette soirée s'est brisée sous les yeux de tous. Avant d'aller plus loin, dites-moi ceci. Si vous aviez été à ma place à cette soirée, quelle aurait été votre première réaction? Je veux vraiment connaître votre point de vue. Tous mes souvenirs sont liés à nos années dans le Michigan, lorsque la distance entre mon frère Colton et moi a commencé à se creuser d'une manière que personne dans ma famille n'a jamais voulu admettre. Ils aiment dire que ce n'était qu'une légère différence d'âge qui rendait les comparaisons inévitables. Pourtant, ils ne nous ont jamais comparés. Ils ont choisi leur camp, et ils ont choisi Colton. Maman organisait la plupart de nos journées en fonction des envies de Colton. S'il s'inscrivait à un stage de basket, toute la maison se réorganisait sans hésiter, même si j'étais déjà inscrite à un atelier d'art qui exigeait des semaines de préparation. Quand je demandais si on pouvait concilier les deux activités, maman balayait la question d'un revers de main avec un sourire las qui laissait entendre que j'en demandais trop. Papa, lui, avait sa propre version du favoritisme. Il minimisait souvent mes réussites scolaires d'un hochement de tête rapide, puis ramenait la conversation sur la dernière passion de Colton, comme si mes efforts n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond. L'année où j'ai eu d'excellentes notes, il m'a félicité dans la voiture, mais a passé tout le dîner à m'expliquer pourquoi les performances sportives moyennes de Colton importaient davantage pour la réussite à long terme. Je me souviens de remuer mon assiette tandis qu'une déception sourde m'envahissait, de celles qui font comprendre à un enfant sa place sans qu'on ait besoin de le lui dire explicitement. Un souvenir de cette époque me revient encore avec une clarté surprenante. Notre école primaire organisait une petite exposition où nous invitions les familles à venir voir les projets des élèves. Depuis des semaines, je travaillais sur une maquette du système solaire, peignant chaque planète tard dans la nuit. Colton présenta une petite affiche sur les volcans. Maman le félicita assez fort pour que les parents alentour l'entendent, puis pressa papa de le prendre en photo, me laissant seul près de mon projet. Quand papa arriva enfin, il me jeta un coup d'œil rapide et dit que c'était bien avant de se précipiter pour aider Colton à peaufiner son exposition. Cet après-midi-là, quelque chose en moi se replia sur lui-même, comme si je comprenais qu'aucun effort ne suffirait jamais à me hisser à sa place naturelle. C'était une habitude. De petits moments qui s'accumulaient silencieusement, des choix subtils qui indiquaient que ma voix n'avait pas autant d'importance. J'ai appris à me taire parce que le silence me semblait plus facile que de lutter pour une attention que je n'obtenais jamais. La distance entre Colton et moi s'est accrue d'année en année, non pas à cause d'un événement dramatique, mais parce que nos fondements avaient toujours été instables. Et quand on grandit sur un terrain instable, on apprend à trouver son équilibre. Au début du semestre à Minneapolis, je m'étais persuadé qu'une nouvelle ville me permettrait d'être sur un pied d'égalité avec tout le monde, y compris Colton, comme si la distance avec le Michigan pouvait atténuer le déséquilibre qui avait marqué notre enfance. Je m'étais inscrite en analyse de données car j'aimais chercher des tendances dans des ensembles de données complexes et je pensais que le programme me mettrait au défi de manière enrichissante. Je ne m'attendais pas à ce que Colton choisisse la même spécialisation dans la même université. Pourtant, dès le premier jour de la rentrée, il saluait les gens comme si la victoire était déjà acquise. Nous nous sommes retrouvés dans de nombreux cours fondamentaux communs, et le programme impliquait souvent des travaux de groupe reflétant des situations professionnelles concrètes. J'appréciais les longues heures passées en salle informatique, surtout lorsqu'un projet me permettait de concevoir des modèles prédictifs ou de restructurer des données brutes pour les rendre plus cohérentes. Colton abordait ces tâches différemment. Il préférait se concentrer sur la présentation,
laissant l'analyse sous-jacente à ses camarades. Lors des compétitions entre nos groupes, mes professeurs soulignaient systématiquement la rigueur de ma méthodologie, tout en félicitant souvent Colton pour son assurance et son éloquence. Je me répétais que ces deux compétences étaient précieuses, mais quelque chose en moi s'aiguisait à chaque fois que j'entendais ces remarques. En première, j'ai rencontré mon professeur, le Dr Lel, qui enseignait les systèmes informatiques avancés. Il est devenu l'un des rares enseignants à m'inciter à perfectionner mon travail. Il restait souvent après les cours pour relire mes brouillons et m'encourageait à rechercher des stages exigeant une grande rigueur analytique. Colton ne semblait pas apprécier le temps supplémentaire que je passais avec le Dr Lel, surtout lorsque ce dernier m'a choisi pour diriger l'une des plus importantes études finales du semestre. Il s'agissait d'un projet portant sur les inefficacités dans la prise en charge des patients dans plusieurs hôpitaux régionaux, et j'ai consacré toute mon énergie à structurer l'analyse. Un après-midi, alors que je répétais ma présentation finale dans un amphithéâtre vide, j'ai vu Colton entrer avec un diaporama familier ouvert sur son ordinateur portable. Il a fermé l'écran en me voyant, mais pas avant que j'aie aperçu des diagrammes presque identiques à ceux que j'avais réalisés pour mon mémoire. Je lui ai demandé pourquoi il avait mes fichiers de conception, et il a éludé la question d'un rire forcé. Il a affirmé que les schémas n'étaient qu'une source d'inspiration et a insisté sur le fait que j'exagérais. Je suis parti, inquiète, me demandant si j'avais imaginé la ressemblance ou s'il avait pris plus qu'il ne l'admettait. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste d'analyste junior dans une entreprise de technologie de la santé du centre-ville de Minneapolis. C'était la première fois que j'éprouvais une véritable fierté, car ce poste exigeait une précision à la hauteur de mes compétences. Un mois plus tard, Colton a commencé dans la même entreprise, dans un service proche du mien. Ses responsables l'ont traité comme un jeune talent dès le premier jour, et il n'a pas tardé à comprendre que j'avais travaillé dur pour le mériter. Lors des réunions d'équipe, il m'arrivait de reconnaître des éléments de mes projets universitaires dans les propositions qu'il soumettait. Certains schémas, certains cadres, voire certaines formulations ressemblaient à des travaux que j'avais autrefois considérés comme étant les miens. Mon chef, Ethan, me demandait parfois si je voyais des similitudes entre mes tâches et les présentations de Colton. J'ai toujours répondu avec prudence, expliquant que certaines méthodes d'analyse étaient courantes. Dans notre domaine, j'essayais de ne pas paraître paranoïaque. Le doute persistait, surtout après la disparition inexpliquée de 2 de mes brouillons internes du système partagé. Les fichiers sont réapparus quelques jours plus tard, mais les métadonnées semblaient altérées. Personne ne parvenait à en identifier la cause. J'ai alors commencé à sauvegarder mon travail à plusieurs endroits. Pourtant, je n'ai jamais confronté Colton directement, car je voulais des preuves, pas des soupçons. La tension montait sournoisement, par moments qui paraissaient insignifiants pris séparément, mais qui prenaient tout leur sens une fois mis en perspective. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Pas encore. Une semaine avant la fête de promotion, une simple réunion a anéanti tout ce que j'avais construit depuis mon arrivée. C'était un jeudi matin, lorsque ma responsable, Dana Walsh, m'a envoyé un court message me demandant de me rendre à la salle de conférence du 10e étage pour une discussion urgente. Dana utilisait rarement le mot « urgent ». Aussi suis-je entré avec l'impression désagréable qu'un événement important m'attendait derrière la paroi de verre. Le directeur des ressources humaines, Michael Reeves, était déjà assis à côté d'elle, et cela me fit comprendre que cette conversation ne serait pas de tout repos. Dana commença par expliquer que l'équipe de direction examinait le rapport final du projet d'optimisation du flux de patients que je pilotais depuis plusieurs semaines. Elle parlait avec précaution, comme si elle choisissait chaque mot dans l'espoir d'en atténuer l'impact. Elle affirma que l'analyse contenait des incohérences importantes qui compromettaient la fiabilité des conclusions. Je lui demandai de les identifier, et elle ouvrit un dossier rempli de transcriptions annotées. De nombreux passages soulignés concernaient des modifications apportées à des sections que j'avais pourtant parfaitement réalisées bien avant la date limite de remise. Le style semblait étrange, le raisonnement bancal, et plusieurs conclusions contredisaient les données que j'avais initialement utilisées. J'essayais d'expliquer que les passages soulignés ne correspondaient pas au travail que j'avais préparé. Dana parut compréhensive, mais Michael garda un ton formel, me rétorquant que l'entreprise devait se prémunir contre les erreurs d'analyse susceptibles d'influencer les décisions prises par plusieurs hôpitaux clients. Il m'a annoncé que la direction avait décidé de me licencier sur le champ. J'avais 30 minutes pour rassembler mes affaires et prendre rendez-vous pour rendre mon badge. Sa voix restait calme, mais la gravité de la situation me paraissait insurmontable. Sous le choc, j'avais du mal à formuler une réponse cohérente. J'ai demandé à consulter l'historique interne du rapport, mais Michael m'a répondu que le dossier avait déjà été transmis à la hiérarchie et finalisé. Dana a hésité avant de dire qu'elle aurait souhaité que les choses se passent autrement. Son expression laissait deviner qu'elle me croyait,
même si elle ne pouvait pas l'exprimer à voix haute dans cette pièce. Je suis sorti avec l'impression d'avoir le sol qui se dérobait sous mes pieds. De retour à mon bureau, un email est apparu sur mon écran. Il venait de Colton. Pas de formule de politesse, juste une phrase. Semaine difficile, j'ai été négligente. En d'autres circonstances, j'aurais pu prendre ça pour une remarque irréfléchie de plus, mais ce message est arrivé juste après la réunion, et c'était bien trop opportun. Mes mains tremblaient en fermant le courriel. Un malaise diffus s'était enfin mué en une suspicion tenace, impossible à ignorer. J'ai ouvert le serveur partagé pour consulter l'historique d'accès au dossier du projet. L'interface enregistrait chaque modification avec l'horodatage et l'identifiant de l'utilisateur. Mon nom apparaissait à plusieurs reprises durant les jours où j'avais travaillé tard pour terminer le rapport. Mais parmi ces entrées se trouvait un autre identifiant, lié à un compte interne que je n'avais jamais vu. Le système listait plusieurs modifications effectuées après minuit, à des dates où j'étais absent. Ces modifications correspondaient exactement aux sections signalées lors de la réunion. L'utilisateur associé à ces modifications ne correspondait à aucun membre de mon équipe. Il semblait s'agir d'un profil temporaire, généralement utilisé pour la maintenance administrative, mais le calendrier rendait cette explication improbable. J'ai fait des captures d'écran de chaque entrée du journal et les ai enregistrées dans un dossier privé sur mon disque dur personnel. Je n'avais aucune preuve reliant Colton au fichier modifié. Pourtant, la combinaison du rapport expurgé, de l'accès anonyme et du courriel qu'il avait envoyé le matin même formait un schéma trop cohérent pour être ignoré. Je sentais la vérité se dessiner dans mon esprit, même si je ne pouvais pas l'exprimer avec certitude. Tandis que je rangeais mes affaires et me préparais à quitter l'immeuble, je réalisais que la semaine précédant la fête ne serait plus marquée par mon licenciement, mais par la nécessité de comprendre qui avait trafiqué mon travail et pourquoi les conséquences m'avaient autant affecté. Le silence qui régnait dans les bureaux, alors que je me dirigeais vers les ascenseurs, rendait tout encore plus pesant, comme si les réponses dont j'avais besoin étaient quelque part, hors de portée, attendant le moment propice pour surgir. Quelques jours plus tard, je contactai une personne qui avait été un soutien indéfectible durant les premières étapes, les plus exigeantes, de ma carrière. Je n'avais pas encore prévu d'impliquer qui que ce soit de l'entreprise. Plus je repensais à ce qui s'était passé lors de cette réunion, plus je comprenais que j'avais besoin de l'aide de quelqu'un capable d'y voir clair. J'envoyai donc un message à mon ancien collègue, Landon Reed, pour lui demander s'il avait le temps de me rejoindre près du café au bord de la rivière que nous fréquentions tous les deux après nos longues journées de travail. Landon arriva avec le même calme qui avait fait de lui l'analyste le plus fiable de notre ancienne équipe. Assis en face de moi, il étudia mon expression un instant et me demanda si quelque chose de grave s'était produit. Je lui expliquai la suite des événements avec le plus de calme possible, décrivant la réunion abrupte, les documents modifiés, l'accusation vague et le sentiment de malaise qui m'avait accompagné en quittant le bâtiment. Il m'écouta sans m'interrompre jusqu'à la fin, puis se pencha en avant et baissa la voix. Il me dit qu'il avait encore un accès limité aux journaux internes des mois de notre collaboration, ce qui signifiait qu'il pouvait consulter l'historique des fichiers si je possédais toujours le code d'identification du projet. Je lui donnai tout ce dont je me souvenais et le regardai sortir son ordinateur portable. L'écran illumina son visage tandis qu'il parcourait les répertoires d'archives, chaque nouveau dossier semblant resserrer l'étau qui m'oppressait. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée correspondante dans la chaîne de soumission, il s'arrêta de faire défiler et me demanda de regarder. L'historique d'accès révélait une connexion inattendue associée au document, à un moment où j'étais dans un autre service, en train de préparer des documents pour une autre présentation. Je fixai l'enregistrement, incrédule, sachant pertinemment à qui appartenait l'identifiant. Landon resta silencieux quelques secondes, puis il tourna l'écran pour que je puisse constater les différences flagrantes entre la version originale et la version corrompue. Il agrandit le texte contenant l'erreur qui avait servi de prétexte à ma suppression et me montra la mise en forme inhabituelle dissimulée sous la ligne. Il tapota le coin de l'écran et expliqua qu'il avait déjà vu ce style de mise en forme à maintes reprises, généralement dans des fichiers préparés par Colton. Son ton s'adoucit lorsqu'il ajouta que le système avait associé la modification aux identifiants de session unique de Colton. Je sentis quelque chose s'effondrer en moi, tandis que tout autour de moi devenait d'une netteté douloureuse, comme si le café tout entier penchait sous le poids de cette confirmation. Landon ferma l'ordinateur un instant, attendant que je reprenne mon souffle, puis il annonça qu'il y avait autre chose que je devais voir. Il ouvrit un autre dossier contenant la correspondance administrative archivée. Après une brève recherche, il trouva un message signalé datant de plusieurs semaines. Le document contenait une recommandation formelle de mesures disciplinaires, adressée directement à la direction. Le nom de l'expéditeur figurait en haut du message.
Colton avait soumis une proposition expliquant pourquoi mon licenciement renforcerait l'efficacité de l'équipe et éviterait de futurs revers. Landon n'a pas lu la suite à voix haute. Il m'a simplement rendu l'écran et m'a laissé le texte parler de lui-même. Une profonde et lancinante douleur m'a envahi la poitrine lorsque la vérité m'a frappé de plein fouet. Les erreurs dont on m'accusait avaient été commises par quelqu'un qui connaissait parfaitement les points faibles du projet. Le moment choisi pour la modification, le ton du message et la froide précision de la recommandation rendaient toute négation impossible. Landon m'a demandé si je souhaitais transmettre les preuves à l'équipe de conformité. Je lui ai toutefois répondu que j'avais besoin de temps pour comprendre les conséquences. Il a acquiescé et m'a assuré de son soutien, quelle que soit ma décision. Je suis sorti dans la lumière déclinante, laissant le vent caresser mon visage. Je savais alors qu'assister à la fête de promotion n'était plus une simple formalité. C'était devenu le lieu où je confronterais Colton à la vérité qu'il s'était tant efforcé d'enfouir. Alors que la soirée de promotion commençait officiellement, un calme m'envahit, une acceptation silencieuse que le seul chemin à suivre était celui de la confrontation imminente entre moi et la vérité. Les gens se pressaient autour du bar, le brouhaha des conversations se fondant en un agréable bruit de fond. Pourtant, tout cela me semblait lointain, car je savais que le moment que j'attendais allait arriver lorsque Colton se retrouverait sous les projecteurs pour la deuxième fois. Il entra avec la même assurance triomphante qu'il affichait toujours en présence de nos parents. Il s'avança vers la scène, savourant chaque pas, et le sourire qui se dessinait sur son visage me révéla déjà ses intentions. Sa voix emplit la salle dès qu'il prit le micro, et il s'assura de croiser mon regard avant de se tourner vers le public. Sans hésiter, il prononça la phrase qu'il répétait en secret depuis des années, mais qu'il n'avait jamais utilisée en public. Il déclara : « C'est l'échec de notre famille. Elle est incapable de faire quoi que ce soit de bien. » Quelques rires épars parcoururent la salle. Mes parents échangèrent un regard amusé qui ne dura que quelques secondes, mais qui me blessa plus profondément que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu formuler. Je gardai mon expression impassible, refusant de lui accorder la moindre victoire. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma réaction. Au lieu de me recroqueviller, je me dirigeai vers l'écran de présentation près de la scène. Mes mains étaient sur lorsque j'insérai la clé USB que j'avais préparée avec l'aide de Landon, et en quelques secondes, la première image remplit l'écran. Le clic du pavé tactile résonna plus fort que tout le reste dans la pièce. Je parcourus du regard les journaux d'accès, chaque horodatage en rouge correspondant exactement aux heures des modifications non autorisées. Les sections modifiées affichées à côté des originales rendaient la vérité indéniable. Puis vint la dernière diapositive, la recommandation de clôture rédigée et soumise par Colton. Un silence pesant s'installa dans la salle. Colton se précipita pour prendre la parole, insistant sur le fait que je déformais tout. Mais plus il parlait, plus sa panique devenait manifeste. Ses explications s'effondrèrent sous leur propre poids. Chaque phrase révélait son manque de préparation face à ce que tous pouvaient désormais constater de leurs propres yeux. C'est alors que sa petite amie se leva. Cette fois, elle ne semblait ni confuse ni hésitante, et elle ne cherchait plus à le protéger. Elle regarda Colton droit dans les yeux, puis moi, comme si elle avait enfin compris qui était la personne à ses côtés. Sa voix était claire, ferme et si froide qu'elle aurait pu faire taire les murmures. Elle dit : « C'est dégoûtant. Elle aurait dû quitter cette famille depuis longtemps. » Ces mots résonnèrent avec une telle brutalité qu'il semblait tracer une ligne de démarcation dans la pièce. On déplaça des chaises. Les conversations s'interrompirent. Brutalement. Colton s'effondra, comme si on lui avait tranché en plein cœur. Mes parents fixaient l'écran, cherchant une explication à ce qu'ils voyaient. Mais la vérité était incontestable. Le retournement de situation était total. Et cette fois, il n'avait plus d'échappatoire. Les jours suivants passèrent si vite que j'avais le souffle coupé. C'était la seule façon de décrire le flou qui a envahi ma vie après que la fête se soit brisée en 1000 morceaux. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait. Plusieurs collègues présents à l'événement m'ont envoyé des messages, chacun plus choqué que le précédent. Je suis entré au bureau d'un pas assuré. Pourtant, j'ai senti le changement d'atmosphère dès que j'ai franchi le seuil. Les conversations se sont tues tandis que je traversais le hall, et les gens échangeaient des regards chargés de questions qu'ils n'osaient pas poser. Moins d'une heure plus tard, un message interne a confirmé mes soupçons. L'entreprise avait ouvert une enquête officielle sur les agissements de Colton. Le message était bref, mais ses répercussions se sont fait sentir dans tous les services. Tout le monde avait vu les rapports que j'avais présentés, et la direction s'est empressée de constituer une commission d'enquête. Pendant que l'entreprise entamait les premières étapes de l'enquête, mes parents m'appelaient sans cesse. J'ai répondu une fois, espérant un éclair de compréhension, mais j'aurais dû m'en douter. La voix de ma mère exprimait sa déception, non pas face aux actes de Colton, mais face au fait que je l'ai dénoncé publiquement.
Elle insistait sur le fait que j'avais embarrassé la famille et créé un spectacle qui aurait pu être évité si j'étais restée silencieuse. Mon père partageait cet avis, arguant que les affaires de famille ne devaient jamais être révélées à des inconnus. Leur refus de reconnaître la vérité ne faisait que confirmer à quel point ils avaient choisi de protéger Colton au détriment de ma dignité. J'ai raccroché avant que leurs accusations ne fassent plus de dégâts. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et, à midi, tout le bureau avait compris la gravité de la situation. Les rumeurs se sont propagées dans les salles de réunion et les salles de pause, dressant peu à peu le portrait d'un homme dont l'ambition avait fini par le rattraper. Plusieurs collègues m'ont dit que la direction avait suspendu Colton sur le champ le temps d'examiner les preuves. Son absence a créé un vide que personne n'a cherché à combler. On murmurait à propos de l'audace de modifier un fichier de projet crucial et d'en rejeter ensuite la faute sur quelqu'un d'autre. Sa réputation, autrefois si brillante grâce à son charme et à son assurance, commençait à se fissurer. Ariana a mis fin à notre relation le lendemain matin. Elle m'a envoyé un court message pour me remercier de lui avoir révélé la vérité, tout en admettant avoir besoin de temps pour gérer les conséquences émotionnelles. Sa décision a alimenté encore plus de spéculations parmi ceux qui les avaient connus en couple. Chaque aspect de la vie soigneusement construite de Colton sembla s'effondrer d'un coup, le laissant vulnérable comme il ne l'aurait jamais imaginé. Tandis que le chaos l'envahissait, je me sentais dériver vers une fin plus paisible. Nashville ne me paraissait plus être un lieu où je pouvais m'épanouir ou guérir. Chaque rue portait en elle le souvenir de moments éclipsés par la réussite d'autrui. Et chaque coin de rue familier me rappelait les années passées à tenter de prouver ma valeur à des gens qui ne s'en étaient jamais souciés. J'ai commencé à chercher des opportunités dans d'autres villes, et l'idée de tout recommencer m'a empli d'un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'idée de reconstruire ma vie loin des anciennes attentes se faisait plus pressante chaque jour, jusqu'à se transformer en une décision que je ne pouvais plus reporter. 2 jours avant de finaliser mon départ, Colton m'a envoyé un message. Il était plus long que prévu et rempli d'excuses qui tentaient de justifier son choix par un moment de faiblesse et de pression. Il prétendait n'avoir jamais eu l'intention de me blesser ainsi. Ses paroles sonnaient comme celles de quelqu'un qui cherchait à redorer son image plutôt qu'à réparer la relation qu'il avait détruite. J'ai relu le message 2 fois avant de le fermer sans répondre. Il n'y avait plus rien à sauver. À la fin de la semaine, le bruit médiatique autour de son enquête continuait de s'amplifier tandis que le calme revenait dans ma vie. J'ai fait mes valises, contacté un agent immobilier et me suis préparé à quitter la ville qui avait forgé ma force et laissé mes cicatrices. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de maîtriser pleinement mon avenir. Un léger changement dans mes habitudes a marqué le début d'une nouvelle phase, une phase qui s'est déroulée lentement, mais qui m'a procuré une immense liberté. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la nuit où tout avait basculé, et j'avais commencé à comprendre ce que signifiait construire une vie où le poids de mes épaules ne venait plus de personnes qui me considéraient comme un simple prolongement de leur zone de confort, mais comme une personne suivant son propre chemin. Mon nouvel environnement professionnel m'offrait une stabilité que je n'avais jamais connue, et chaque projet me permettait de retrouver la confiance que je croyais perdue à jamais. Au fil des semaines, ma respiration s'est apaisée et cette stabilité tranquille est devenue le premier signe concret que j'étais enfin sorti du chaos que je considérais autrefois comme normal. On m'a confié un poste stimulant sans que j'aie à justifier constamment mes compétences. L'équipe que j'ai intégrée valorisait des données claires, une communication transparente et la responsabilisation. Le contraste entre cet environnement et ce que j'avais connu à Nashville était presque surréaliste. Les réunions se terminaient par des solutions plutôt que par des accusations voilées. Les retours étaient contextualisés et non des attaques personnelles. Pour la première fois, j'ai ressenti la différence entre la survie et l'épanouissement, et la prise de conscience du temps que j'avais passé en mode survie m'a laissé une douleur sourde dans la poitrine. Pourtant, cette douleur s'est atténuée à mesure que mes journées étaient marquées par le progrès plutôt que par les conflits. Des nouvelles de Colton parvenaient de temps à autre dans ma boîte mail, via d'anciens contacts qui travaillaient encore dans les mêmes milieux. Aucun d'eux ne colportait de rumeurs intentionnellement, mais les informations affluaient naturellement, chacun se souvenant à quel point nos carrières avaient été étroitement liées. Sa suspension s'était transformée en licenciement, et ses tentatives de trouver un autre emploi avaient été bloquées, faute de références suffisantes. La réputation qu'il s'était tant efforcé d'embellir commença à s'effriter sous le poids des faits qu'aucun charme ne pouvait dissimuler. Ces révélations ne suscitaient plus de colère, seulement une vague tristesse face à l'ambition démesurée de voir quelqu'un choisir l'éthique sans scrupule et se laisser ainsi écraser par les conséquences de ses actes. Mes parents peinaient à gérer les répercussions sociales du scandale. Les proches qui louaient autrefois leur discipline gardaient désormais leur distance. Les conversations, qui tournaient jadis autour des réussites familiales, étaient devenues brèves et prudentes. Certains remettaient ouvertement en question leur jugement, tandis que d'autres préféraient tout simplement couper les ponts.
D'après ce que j'ai compris en gardant le contact, mes parents se plaignaient que je les ai embarrassés. Pourtant, même leurs plaintes ne trouvaient plus d'écho. Leur obsession des apparences leur avait finalement coûté ce qu'ils chérissaient le plus, leur sentiment de contrôle. Cette distance m'a permis de goûter à un calme rare. Le silence à la maison est devenu réconfortant plutôt que décourageant. Les repas avaient meilleur goût quand je n'avais plus à ravaler mon ressentiment. J'ai parcouru les rayons du supermarché sans ressentir le besoin de me presser ni d'anticiper un message susceptible de gâcher mon humeur. J'ai commencé à faire de longues promenades en voiture le soir, car aucune anxiété ne m'attendait au bout du chemin. Ma vie a cessé d'être quelque chose que je devais défendre. Et sans cette attitude défensive, j'ai découvert une version de moi-même enfouie sous des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire. Finalement, j'ai décidé de couper tout contact. Non pas discrètement, non pas progressivement, mais en étant pleinement consciente que rester en contact me maintiendrait prisonnière d'un cycle qui ne m'offrirait plus aucune perspective d'évolution. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas écrit de message dramatique. J'ai simplement cessé de répondre aux demandes déguisées en appels et aux requêtes déguisées en excuses. Même lorsque Colton m'a envoyé un long message pour exprimer ses regrets, je n'ai ressenti aucune envie de répondre. Son message sonnait comme une mise en scène pour se racheter, plutôt que comme le reflet d'une véritable prise de responsabilité. Mon silence est devenu la limite que j'aurais dû fixer des années plus tôt. Au fil des saisons, je me suis adapté à une vie aux priorités plus saines et allégées. La paix n'est pas venue comme un moment dramatique, mais comme une accumulation constante de jours au cours desquels je ne menais plus de batailles invisibles. J'ai un aperçu de chaque fois que je suis en contact avec Britta Bandan lors de la manipulation de Grimm, mais aussi de la manipulation en cours. Et j'ai commencé à m'aider à trouver le cadre qui m'a amené à la version jusqu'à ce que ma version ait des Aldel Utstat pour Mickey Aldel pour la longueur. Vous vous retrouverez près de la salope qui s'en prend à la Skada des Utsat pour et qui s'approchera de la Stirka avec des Kravd pour l'atteindre. J'ai commencé à m'efforcer de faire preuve de respect et de respecter tout ce qui est clair. Att lämna människor som upprepade gånger väljer sin bekvämlighet framför ditt välbefinnande är inte att överge sig. C'est un problème. Le vendredi, nous sommes en plein marasme. Il s'agit d'un format simple, grand et moderne au format live de votre propre choix. Tac pour l'homme qui m'a aidé à le faire. Il n'y a rien à voir avec l'insertion, et bien sûr, commenter certaines dépenses avec l'ISNA qui va m'aider à le faire. Lorsque vous raisonnez avec vous pendant que vous êtes assis, sautez à la fin de la journée pour creuser votre Rust, Dina Grancé et votre Fritz Pellarol. Bien que vous ayez un titre franc, vous êtes à la recherche d'une valde à ce sujet en cliquant sur le bouton de fouille.